On est avec Fabrice Epelpoint, qui est entrepreneur du numérique et spécialiste des réseaux sociaux. Bonjour Fabrice Epelpoint, c'est pas la première fois que vous intervenez sur notre antenne. Je voulais absolument qu'on puisse échanger sur cette affaire et cette polémique qui monte. Le New York Times, le célèbre New York Times, a récemment publié un article relatant la situation d'un enfant gazaoui de 18 mois, enfant présenté comme souffrant de malnutrition. Et devant les critiques, ça a fait grand bruit évidemment. Le quotidien américain a reconnu hier avoir omis de mentionner que l'enfant souffrait en réalité de problèmes de santé préexistants. Cette clarification du New York Times a suscité la colère de l'ancien Premier ministre Naftali Bennett. On va peut-être voir ça, la réaction du Premier ministre. C'est tout simplement, de l'ex-Premier ministre, c'est tout simplement incroyable. Après avoir généré un tsunami de haine envers Israël avec cette image terrifiante, le New York Times admet maintenant discrètement que le garçon a des conditions préexistantes. New York Times, vous saviez que le Hamas utilise des bébés avec des maladies préexistantes. Nous le disons depuis des mois maintenant. Vous saviez exactement ce que cette image allait causer. C'est une diffamation fondée sur le sang en 2025. N'avez-vous pas honte? Dit donc l'ancien Premier ministre. Écoutez Michel Fayad, analyste politique franco-libanais sur cette affaire, et on en parle ensemble, Fabrice. En fait, on voyait une femme qui tenait un enfant dont on avait l'impression qu'il était en train de mourir de la famine, Oui. qui était squelettique. Mm. Eh bien, le New York Times, hier soir, très tard en soirée, a sorti un tweet dans lequel il dit qu'il s'excuse, mais c'était pas vrai. Que c'était un enfant qui était malade, et voilà. Il était diagnostiqué, etc. Donc c'est un tweet qui est publié sur le compte du New York Du Times. New York Times. Bien. Fabrice Epelpoint, c'est important, hein, il faut faire attention à la diffusion des images, surtout dans un contexte international aussi tendu. On peut faire tout dire, et c'est pour ça que je voulais absolument qu'on puisse échanger sur le sujet ensemble. Il faut faire attention particulièrement aux informations qui suscitent chez vous une réaction émotionnelle. Si votre cerveau analytique se débranche au profit de l'émotion, vous êtes dans la meilleure des situations pour vous faire manipuler et pour être un outil de manipulation des autres en relayant une information. Le problème, c'est que l'émotion est devenu le cœur du modèle économique des médias. Dans l'absolu, ça a été dans un premier temps celui des réseaux sociaux qui cherchent à capter votre attention et à vous retenir sur les plateformes à travers des réactions émotionnelles. C'est aujourd'hui un modèle économique qui est généralisé à l'ensemble des médias, que ce soit les plus prestigieux comme le New York Times ou des journaux People qui se nourrissent de l'actualité de la Real TV, ce qui vraiment est fait pour produire de l'émotion. Tout le monde est à la même enseigne aujourd'hui, tout le monde vend de l'émotion à des gens qui cherchent à se gaver d'émotions pour se renforcer dans un camp ou dans un autre. Il n'y en a vraiment pas un pour rattraper l'autre. Si le New York Times en est là, c'est dire la situation des médias dans l'ensemble. Oui, ce qui est terrible, c'est pas n'importe quel journal, le New York Times. Et ça nous renvoie à notre responsabilité, nous, journalistes, qui commentons cette actualité au quotidien, et d'où l'importance de vérifier ses sources et de vérifier 100 fois, 100 fois. Et quand je dis 100 fois, je pèse mes mots. Vérifier ses sources, c'est bien, mais l'erreur est humaine. Tout le monde peut faire des erreurs. Le New York Times a peut-être fait une erreur, on n'en sait rien. Ce qui est important pour le coup, c'est que une fois qu'on constate qu'on a fait une erreur, on l'exprime publiquement et on le fait avec une certaine portée, ce qui n'est pas encore le cas du New York Times. Mais le New York Times a quand même ce mérite de reconnaître ses erreurs publiquement. Il l'a fait typiquement il y a de ça 6 ou 7 ans lors de l'affaire de la Ligue du LOL, où le buzz avait inonder la presse française pour finir par rebondir aux États-Unis et faire l'objet d'un article dans le New York Times. Le New York Times a vérifié les informations, s'est aperçu qu'il s'agissait d'une fake news, a présenté ses excuses auprès de ses lecteurs, mais en France, en dehors, à ma connaissance, du journal Marianne, personne n'a présenté la moindre excuse, personne n'est revenu sur cette actualité pour étudier le fait qu'il s'agissait d'une fake news. Ça nous dit beaucoup de notre société en 2025, mon cher Fabrice, hein. Oui, on est dans une société qui se nourrit d'émotions. On va chercher
des renforts émotionnels dans des médias. Et évidemment, selon qu'on se positionne dans un camp ou un autre, on ne choisit pas les mêmes médias, ce qui est catastrophique hein, en matière d'alimentation médiatique. Hein, et c'est comme en alimentation tout court, il faut manger 5 fruits et légumes par jour et il faut manger une alimentation diversifiée d'un point de vue idéologique parce que trouver une information qui n'est pas teintée idéologiquement parlant aujourd'hui, c'est absolument impossible. La seule possibilité de mitiger tout ça, c'est de manger équilibré et varié. Je ne savais pas que vous étiez transformé en médecin nutritionniste. Fabrice Ebelpoint, la prochaine fois qu'on a une thématique sur le sujet, je ne manquerai pas de faire appel à vos services. Merci, mais je trouve que le parallèle est plutôt bien joué. Merci beaucoup, Fabrice Ebelpoint, entrepreneur du numérique et spécialiste des réseaux sociaux et non pas spécialiste des régimes alimentaires.